Là encore, je suis obligé de le dire, manger, c'est détruire de la vie. Toujours. Les organismes hétérotrophes, d'abord mangent des végétaux, puis les carnivores mangent les organismes qui mangent des végétaux. Et cette chaîne alimentaire-là est toujours une destruction. Un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge adulte. C'est-à-dire on n'est pas à des pour 1000, on est à des pourcents, et pas à quelques pourcents, on est à 50%. On ne voit pas après coup ce qui a été détruit. Alors ça, ce n'est plus une théorie sur l'évolution globale, c'est sur les humains. Chaque fois qu'on a fait quelque chose de nouveau, on voit pas ce qu'on après coup, on voit pas ce qui a été détruit. On est content de là où on est. Donc, après ces belles conférences introductives et inaugurales, nous débutons notre première table ronde sous la présidence d'Anaïta Grisoni, qui est docteure en sociologie, urbaniste et chef de l'Observatoire parisien de la santé environnementale. Dans son parcours scientifique et opérationnel, Anaïta Grisoni a travaillé sur les différentes facettes du rapport des sociétés modernes à l'environnement, à travers l'élaboration de nombreux projets et engagements en France et avec des équipes internationales menant à des publications scientifiques et en direction du grand public sur cette question. Cette expérience est donc aujourd'hui au service de la direction de la santé publique, où elle dirige donc l'Observatoire parisien de santé environnementale, qui met la recherche et la participation des habitants et des habitantes au service de la réduction des risques en matière de santé, tant pour les personnes que pour le milieu. Donc sans plus attendre, je lui donne la parole. Merci infiniment de cette invitation qui, en plus, me fait particulièrement honneur puisque c'est pas du tout dans mon champ de compétences qu'elle s'exerce. Je serai donc simplement animatrice de cette table ronde. Je vais par contre être drastique sur les temps de parole afin qu'il y ait vraiment un temps de discussion possible. Comme incipit, je vous dirais que Roland Gori l'a évoqué, le rapport Meadows, ne l'oublions pas, a comme 5e pilier effectivement la crise des institutions et du service public. Donc malgré, alors loin de moi la volonté de limiter l'écologie politique et son lancement au rapport Meadows, mais il faut quand même souligner que même dans cette vision très basée sur une humanité homogène et uniquement responsable dans son unicité du dérèglement climatique, on a déjà cette dimension sociale. Et finalement, moi je suis très heureuse de participer à ce colloque qui nous permet de penser les transversalités du vivant. C'est vrai que dans ma pratique professionnelle, c'est comme ça qu'elle se présente, mais c'est très opérationnel puisque c'est en lien avec les personnes que nous sommes. Mais d'un point de vue théorique, il faut effectivement les outils pour les penser. Donc, je pense que dans cette session qui est intitulée Progrès humain et dérégulation du milieu, on va pouvoir aborder, et c'est vraiment une bonne chose, la manière dont le progrès humain existe, ce qu'il est, et aussi ce qui le détruit. Donc, pour ne pas prendre le travers de nombreuses théories de l'effondrement et écologie simplificatrice, on peut aussi se poser la question, donc, qui sont le risque d'homogénéisation. Quand on parle de l'humain, de l'humanité, il y a toujours ce risque à ne pas avoir des vulnérabilités différenciées, à ne pas avoir les inégalités sociales qui président aux risques environnementaux. Et en fait, je pense que notre session sur le progrès humain va permettre de déconstruire cela et aussi d'identifier les différentes... finalement, se poser la question de qui détruit. Est-ce que c'est le capitalisme industriel, la domination masculine? Et je suis vraiment heureuse d'en parler ici avec vous. Donc, dans un premier temps, je vous présente mes deux invités. Vincent Mignereau va prendre la parole en premier. Je me contenterai de vous définir comme essayiste, puisque c'est comme ça que vous... et ne pas égrener vos nombreuses compétences académiques. C'est à ce titre que vous êtes invité. Le dernier ouvrage que vous avez fait paraître est intitulé « La solitude est impossible, essai sur la raison de tout ». Et vraiment, on a envie d'en savoir plus sur cette raison de tout. Vous êtes fondateur de l'association Adrastia. Et moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. C'est au vu de votre intérêt pour la singularité de l'espèce humaine, finalement, qu'est-ce que cet enchevêtrement des crises nous dit de la possibilité du progrès au prisme de cette singularité que vous évoquez? Donc, je présente également Vera Nikolski,
qui est autrice de l'ouvrage Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes. Donc là aussi, on a hâte d'en savoir plus, qui a été publié chez Fayard. Vous êtes haut fonctionnaire, mais avant ça, vous avez enseigné les sciences sociales, qui sont toujours un apport, à mon sens, quand on parle de rapport à l'environnement, qui sont toujours finalement très explicatives en termes de rapport de domination, de la manière dont les choses s'établissent et continuent ou pas. Et votre livre pose l'hypothèse que l'émancipation des femmes est due à plusieurs phénomènes encadrant le capitalisme industriel. Donc finalement, cet anthropocène, ce féminicène, qu'en sera-t-il dans le cadre du monde de la rareté? Je donne la parole à mes invités pour environ 25 minutes chacun. Ils seront discutés par Michel Dubois, qui est assis ici. Donc, votre parcours est à l'image des transversalités du vivant qu'on a évoqué aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de très très nombreux ouvrages. Donc, je dirais rapidement pour le teasing que finalement, il a des compétences qui sont à la fois d'ordre des sciences dures, comme on aime à les qualifier, mais à la fois de l'ordre de la philosophie des techniques. Et vous avez publié de nombreux ouvrages dans ce domaine disciplinaire. Donc, vous discuterez les interventions de nos invités. Je vous remercie et je vous prie d'écouter Vincent Mignereau. Alors, il faut que je sente que ça résonne. Là, c'est le cas. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Alors, merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je vais introduire ma présentation avec une tentative de réponse à la question que vous avez posée, que vous avez rappelée. Qui détruit? Et je crains d'apporter une réponse qui nous disconvienne, qui soit pas forcément des plus agréables pour nos émotions, mais il va falloir qu'on la traite ensemble. Je dis tout de suite que je n'aurai jamais le temps, en 25 minutes, de tout dire de ce que j'avais même ne serait-ce que préparé, mais on va essayer quand même. Qui détruit? Je pense que ça a commencé il y a 3,8 milliards d'années environ, et que la rencontre entre des énergies sous forme radiative provenant du Soleil et quelques molécules situées quelque part, plus ou moins dans l'eau ou dans des flaques, on ne sait pas trop exactement, peut-être même dans des terres, des sables. Cette rencontre-là entre de l'énergie et des molécules a formé des premiers polymères qu'on appelle des ARN, et que ces polymères, nous en sommes absolument tous issus, nous, aujourd'hui. Il se trouve que cette première rencontre entre de l'énergie et de la matière a fait quoi entre cette énergie et cette matière qui existait préalablement? Une destruction de leur état. Alors c'est un peu abrupt de le dire comme ça, mais avant que l'ARN ne se forme, se réplique, et puis qu'ensuite l'évolution fasse son travail, que l'ARN devienne peu à peu ADN, que des cellules se créent, que des organismes plus complexes apparaissent, systématiquement, à chaque fois que de l'énergie et des molécules sont transformées pour devenir quelque chose de vivant, il y a destruction de l'état précédent. C'est capital parce que ce processus de destruction-création s'est perpétué jusqu'à nous. Il a deux formes essentielles, ce processus de destruction-création. La première, et on va dire largement photosynthétique, c'est la destruction-création des végétaux. Les végétaux, on n'a pas cet imaginaire-là, c'est pour ça que je tiens à le rappeler. Les végétaux, en fait, passent leur temps à dissiper de l'énergie, dégrader de l'énergie qui provient du soleil, et détruire l'état du milieu dans lequel ils vivent pour se construire eux. Les racines des arbres vont gratter la roche-mère, et elles le font depuis que les arbres existent, vont gratter la roche-mère pour casser la roche-mère, dissoudre la roche-mère, en extraire les minéraux dont les végétaux ont besoin pour croître. La roche-mère, elle est détruite. Initialement. Alors bien sûr, ensuite, les végétaux grandissent, croissent, se reproduisent et créent quelque chose. La complexité, on parlerait de négantropie si on citait Schrödinger. Il est bien quelque chose qui se crée, mais au départ du processus, il y a toujours destruction de quelque chose. Ça, c'est la première grande catégorie de destruction-création dans le vivant, c'est la photosynthèse dont nous dépendons tous. La seconde, c'est l'alimentation, les organismes hétérotrophes dont nous sommes. Nous devons manger d'autres organismes vivants pour vivre. Et on n'a pas le choix. Là encore, je suis obligé de le dire, manger, c'est détruire de la vie. Toujours. Les organismes hétérotrophes, d'abord mangent des végétaux, puis les carnivores mangent les organismes qui mangent des végétaux. Et cette chaîne alimentaire-là est toujours une destruction.
Nous, aujourd'hui, nous sommes présents ici parce que nous avons pu détruire l'état du milieu, et en particulier une bonne partie de l'état du milieu vivant, pour alimenter notre corps et être ici. Nous ne voyons pas ce processus de destruction-création permanent, pour les raisons que je vais développer ici, mais il est très important de le rappeler pour essayer de jauger qui détruit et comment arbitrer politiquement aujourd'hui la question écologique. Ce que je veux montrer avec ma présentation aujourd'hui, c'est que ce qui est spécifique à l'humain aujourd'hui, qu'on imagine être un processus de destruction du milieu, ça n'est en fait en rien inédit. Nous ne sommes pas porteurs intrinsèquement de quelque chose qui relèverait d'une intentionnalité ou d'un bénéfice provoqué par un nouveau mode qui serait la destruction. La destruction est nécessaire au départ pour tout le vivant. Nous n'avons pas, en apparaissant en tant qu'humains, apporté la destruction au vivant. Nous avons fait quelque chose qui est, à mon sens, très différent et qui nous fait voir l'écologie, à mon sens, de façon très différente. Nous avons apporté l'empêchement de la régénération. C'est cela que nous avons imposé au vivant. Comme n'importe quel autre vivant, au départ, nous détruisons du vivant pour exister. Ou nous détruisons l'état minéral du milieu pour exister. Comme tous les êtres vivants depuis 3,8 milliards d'années. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons acquis des capacités à extraire plus de matière du milieu, plus de matière vivante du milieu, plus de matière minérale, et depuis très longtemps, et qu'en extrayant plus de matière, d'énergie et d'êtres vivants du milieu, on a acquis des avantages. Mais la nouveauté n'est pas la destruction, elle était déjà là. C'est l'empêchement par capture excessive de matières diverses, matières organiques ou matières minérales, c'est cette capture excessive qui empêche le vivant de se régénérer autour. D'accord ? Je pense que l'écologie pense à l'envers. Je crains que l'écologie pense à l'envers globalement en disant « aujourd'hui nous avons un problème de destruction ». Non, nous avons un problème d'empêchement du renouvellement. Ça situe la destruction de façon très différente à mon sens, parce que ça veut dire que le fait même que nous existions dans cette salle aujourd'hui est initialement dû à un empêchement du vivant de se faire qui est antérieur à notre existence. Ça place en arrière de notre existence, en amont de notre existence, la question écologique, parce que nous sommes tous issus, et le vivant aussi, de processus destructeurs. Or, l'écologie a tendance à penser que ce qui doit être résolu est l'action. Ce qui doit évoluer, c'est l'action. On est censé faire des actions différentes pour résoudre un problème écologique en aval. Alors que notre problème à nous, il est en amont, c'est que juste le fait d'être aujourd'hui ici est issu d'un processus destructeur. Ce qui fait que, à mon sens, la question écologique ne relève pas tellement, et je vois des visages un peu circonspects, je me permets de m'appuyer quand même sur le constat malheureux et terrible de l'échec collectif à résoudre un problème écologique. J'espère que vous êtes informés que 2024 sera l'année de plus grande émission de CO2, que les puits de carbone sont en train de s'effondrer et qu'on n'a absolument aucun moyen de l'en empêcher, en tout cas technique. Et voilà, face à cet échec, je suis obligé de poser des questions un peu différentes. Si nous continuons à penser l'action écologique comme devant être menée en aval de notre existence, en fait, nous sommes finalement très conservateurs, puisqu'en arrière, nous ne discutons jamais du processus destructeur dont nous sommes issus. Bon. Pourquoi, à mon sens, nous avons tendance à regarder en aval et pas en amont? Je n'aurai pas le temps de développer, mais il est possible que nous ayons acquis depuis des milliers, voire des millions d'années, une capacité un peu spécifique, qui certainement existe à l'état prototypique chez d'autres êtres vivants, en particulier chez les primates, mais pourquoi pas chez les corneilles, chez les êtres qui ont une forme de pensée, on peut dire, d'intelligence, en tout cas de capacité à stratégiser, à anticiper l'avenir. Il y a quelque chose qui me semble faire une rupture qualitative quand même chez nous, c'est la capacité à saisir des objets, saisir des informations qui proviennent du monde pour les rendre permanentes. Alors imaginez
la perception soit du petit enfant humain, soit d'un animal que vous connaissez, votre animal domestique. Imaginez cette Umwelt, ce monde intérieur, qui ne serait fait phénoménologiquement que d'informations qui traverseraient l'individu, des flux, des tensions, des mouvements. Issu de l'expérience, il fait chaud, l'animal a chaud, son intérieur est chaud. Vous voyez, le monde intérieur est isomorphe. Je crois, Alexandre, que tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Le monde intérieur ressemble beaucoup au monde extérieur. Mais le monde humain est très différent. Il y a quand même une séparation. L'esprit humain n'a pas les représentations brutes telles qu'elles sont accessibles par nos sens. La capacité de la permanence de l'objet, donc je vous renvoie vers la thèse de Jimmy Gabaret sur cette notion. C'est une notion piagétienne, hein, c'est une notion très connue de la psychologie du développement, de la psychologie cognitive. C'est la capacité à penser un objet comme s'il était stable, indépendamment de son existence dans le réel. Cette capacité est essentielle pour nous, pour des raisons écologiques. Alors d'abord, elle a été un atout technique parce que quand on est capable de saisir des informations du réel, de les rendre permanentes, de les stabiliser dans le monde intérieur, on peut les bricoler, on peut les assembler de façon différente, on peut en faire autre chose. Je prends un exemple. La plupart des primates connaissent, ou les corneilles, j'en parlais, connaissent la fonction de levier. Ils utilisent un bâton, ça permet d'aller dans des petits interstices, ou ça permet de casser des choses si on tape un peu fort. La fonction de levier est parfaitement connue chez les animaux. De même, la fonction de masse est connue par la plupart des animaux qui lancent des cailloux, par exemple, ou qui frappent avec des cailloux. Nous ne sommes vraiment pas inédits là-dessus. Donc, ces deux fonctions-là existent et sont connues. Elles sont sensorimotrices, elles sont perceptives, elles sont assez simples, évidentes. Nous, les humains, nous sommes capables de dire la fonction de masse existe indépendamment de mon expérience avec le réel, la fonction de levier existe indépendamment de mon expérience directe, je peux penser les deux, et je peux faire quelque chose de nouveau avec les deux, c'est associer ces deux propriétés. Si j'associe avec une autre propriété qui est celle de liaison, par abstraction, la fonction de levier et de masse, je fais un marteau. Mais cette possibilité de créer des outils nouveaux à partir de deux fonctions, ou de deux perceptions, ou de deux caractéristiques, deux propriétés du réel, n'est possible. Alors, c'est pas mon idée, c'est une idée qui percole et qui traverse la psychologie du développement, la psychologie anthropologique, on peut dire. Cette capacité à saisir des objets, les rendre permanents pour les recombiner de façon différente, est un avantage technique. Parce que c'est la voie à la découverte, à la créativité qui nous a apporté tous les avantages. On sait ce que nous avons fait avec la masse comme outil de chasse ou comme outil de quantité de fonctions. Mais la permanence de l'objet comme nécessité pour modifier le réel finalement, elle a un autre avantage. C'est qu'une fois qu'on l'a acquis pour des propriétés basiques, on peut la généraliser. Et on peut imaginer que, par exemple, ce que nous détruisons si facilement avec notre massue, comme des animaux, on pourrait se dire, mais en fait, les animaux détruits, là, tout ce troupeau de zébus là, que nous avons chassés en tant que chasseurs-cueilleurs, et exterminés parce que nous sommes si forts et c'est si facile, pourquoi ne pas imaginer qu'en fait, nous l'avons peut-être détruit concrètement, mais il existe encore. Il peut être représenté de façon permanente en nous, puisque nous avons cette fonction-là. Je ne dis pas que c'est un processus qui a été conscient, volontaire, je dis que il est possible que sélectivement, le processus de permanence, la fonction de permanence de l'objet ait été conservée parce que c'était un avantage. Il est un avantage quand on a détruit le milieu et qu'on souhaite quand même ne pas voir que c'est un danger pour nous de détruire tout un troupeau de zébus, ça pourrait exposer nos enfants à la fin. Eh bien, cette fonction de permanence de l'objet, on la projette sur tout ce qu'on détruit, et on peut imaginer que le troupeau de zébus continue à exister. Jean-Loïc Lequellec, anthropologue qui explore justement les mythes originels, les mythes premiers, s'interroge sur le rôle des peintures rupestres, et en particulier celles qui ornent les cavernes. Et il dit que ces peintures rupestres, en quelque sorte, à mon sens, rejoignent la question de la permanence de l'objet, puisqu'elles rendent éternel dans l'imaginaire ce qui est censé sortir de la caverne, qui est perçu, qui est imaginé comme étant source de vie,
et vous pensez là au mythe cornucopien qui nous traverse encore aujourd'hui, chez nos ancêtres, pour Jean-Loïc Lequellec, les peintures rupestres rendent permanentes des choses qui ne le sont pas, qui sont variables, qui peuvent disparaître, et il faut vénérer les grottes sources de vie, parce que si nous ne vénérons pas en rendant permanent ce qui en émerge, nous risquons, nous, de mourir. Bon, je passe sur quelques éléments que je voulais développer, mais malgré tout, retenez que la permanence de l'objet nous permet, quelque part, je vais y venir, l'émergence de ce qui est parfaitement organisateur à l'échelle collective, c'est le récit collectif. Si les objets peuvent être rendus permanents, sectorisés, on peut en faire des assemblages nouveaux, et évidemment par le langage on peut les transmettre, et on peut reconstruire tout assemblage possible. On peut se raconter des histoires pour faire court. Et puis, on peut changer les propriétés des objets, pourquoi pas? Et Jean-Loïc Lequellec, à nouveau, s'inquiète, ou plutôt, il ne s'inquiète pas, j'en sais rien, il faudrait que j'en discute avec lui. Il s'interroge sur l'origine d'un mythe qui traverse aujourd'hui encore une grande majorité de cultures. Ce mythe, qu'il appelle le mythe du message perverti, il en a trouvé une origine potentielle jusqu'à il y a 30 000 ans, c'est-à-dire 20 000 ans avant l'émergence de l'agriculture. Donc un mythe dont il a pu trouver l'origine. Il a fait ça grâce à des outils d'exploration génétique, statistique, je vous passe les détails. Il a réussi à déterminer que ce mythe très ancien, non seulement est très ancien, mais en plus traverse toutes nos sociétés, et il dit, ce mythe, qu'une population vénère la Lune, que cette Lune est source de vie, que le message de vie de la Lune est transmis par un lièvre, et il se trouve que le lièvre a corrompu le message de vie dédié à l'humanité et l'a transformé en message de mort. Lièvre, corrompant le message de vie transmis par la Lune à l'humanité, mérite une vengeance, mérite que l'humanité condamne le lièvre pour ce message de vie qui n'aura pas été transmis et qui du coup condamne l'humanité à la mort. Ce mythe du message perverti dit que depuis, lièvre a la lèvre fendue parce que l'humanité s'est vengée sur lui d'avoir mal transmis le message de vie et avoir condamné l'humanité à la mort. Comment imaginer que ce mythe ait pu exister sans imaginer un lièvre permanent, c'est-à-dire existant à l'intérieur de l'esprit indépendamment du lièvre naturel, vivant, qui se fiche bien de savoir s'il est le messager de quoi que ce soit? Eh bien, nous sommes capables d'attribuer des propriétés, voire des intentionnalités en bon animiste que nous sommes encore aujourd'hui, des capacités au lièvre que le lièvre n'a pas, et de l'accuser de quelque chose qui est en fait la responsabilité de l'humain. C'est pas le lièvre qui est le responsable du fait que l'humanité puisse mourir. C'est uniquement nos actions qui nous condamnent ou pas à la vie. Bien. Mais nous avons raconté des histoires qui nous permettent de croire que c'est le lièvre. Et ces histoires-là, elles sont devenues structurantes au point que elles ont certainement accompagné un mouvement global qu'on pourra qualifier d'autodomestication. L'autodomestication, c'est, selon de nombreux anthropologues, ce qui nous serait arrivé très progressivement, mais assez tardivement, et qui aurait eu des effets biologiques sur nous. C'est que l'intérêt que nous aurions à coopérer autour de récits communs, autour de techniques communes, autour d'interprétations communes du réel, aurait accru nos capacités, comme je le disais initialement, à déréguler l'exploitation des ressources, à en profiter et à acquérir des avantages. Et cette coopération aurait été si efficace, elle aurait si efficacement transformé le fonctionnement de nos sociétés que notre cerveau en aurait réduit en taille, pour deux raisons essentielles, je fais court. Parce que sélectivement, par pression de sélection culturelle, nous aurions progressivement exclu les membres de nos communautés les plus agressifs. Parce que l'agressivité, l'impulsivité, c'est pas favorable à la coopération. Donc, sélectivement, ceux qui avaient un cerveau dont les zones dédiées à l'impulsivité et à l'agressivité étaient encore importantes, ont favorablement disparu, au profit d'autres qui avaient un cerveau moins impulsif et moins agressif. Et du coup, sélectivement, ces zones-là se sont réduites. Et alors,
Il y aura toujours des discussions sur ces études-là, mais le fait que le cerveau humain est réduit depuis des dizaines de milliers d'années est une certitude. Ça, on le sait. On se demande pourquoi. Une des hypothèses, c'est la sélection sur les critères d'agressivité. Un deuxième critère, c'est la cognition partagée. C'est que nous aurions si bien coopéré que finalement, nous serions individuellement devenus très spécialisés pour faire telle ou telle chose, mais que la gestion de la cohésion globale du groupe ne serait plus la responsabilité d'un seul individu, elle serait distribuée. Et j'en reviens aux mythes collectifs qui servent justement à transposer, à extérioriser ce qui relève de l'organisation collective. Ensemble, on s'organise, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de le faire chacun individuellement, donc nos cerveaux sont délestés de ça. C'est une autre hypothèse pour expliquer que nos cerveaux réduisent en taille, mais si nos cerveaux réduisent en taille au profit de capacités qui sont distribuées en cognition partagée, ça veut dire aussi que nous sommes tous interdépendants, strictement interdépendants. Et qu'aujourd'hui, pour tout un chacun dans cette salle, et peut-être surtout moi, la vie d'un chasseur-cueilleur est impossible. Parce que nous sommes incapables de gérer la complexité de l'organisation à 10, 40 ou 150 individus avec un milieu naturel complexe et avec lequel on est en interaction directe, permanente, et un milieu extrêmement variable, ce qui n'est pas le cas de nos environnements urbains qui ne sont altérés finalement que par la météo et par les pathogènes. Mais la vie des chasseurs-cueilleurs, ce sont des variabilités de minute en minute. Les prédateurs, les pathogènes, les maladies, les insectes, c'est une vie qui change tous les instants. Donc vous voyez que quand on délègue à l'administration, à l'architecture, à la technique, toute l'organisation collective et la gestion de la variabilité, l'individu en est délesté et son cerveau n'a plus besoin de le faire, il diminue en taille. Tout cela n'est pas le point principal de mon intervention aujourd'hui. 5 minutes. Je voulais traiter 2 questions principales. D'une part, le fait qu'à mon sens, l'écologie pense à l'envers et qu'en regardant en aval, en fait, on occulte que le fait même d'exister dans l'instant est d'abord une destruction et que si nous voulons vraiment faire de l'écologie, il ne faut pas changer nos comportements, il faut changer ce qui arrive à nous. Je fais court, mais en particulier, par exemple, nos revenus, les avantages acquis. Si on demande toujours autant d'avantages acquis et de revenus et qu'on ne change que nos comportements, la société va devoir toujours produire autant de richesses. C'est en amont que la question écologique se pose, pas en aval. Et le point le plus important de mon intervention aujourd'hui, c'est la référence que je fais aux travaux d'Hugo Mercier sur la théorie argumentative du raisonnement. Ce n'est pas exclusivement sa théorie, mais il a fait sa thèse sur cette théorie en 2009. Et je vais tout simplement le citer. Ce qui nous permettra d'articuler comment on fait depuis que nous sommes si coopératifs pour gérer l'accroissement des avantages acquis par dérégulation de l'exploitation des ressources. Comment on fait pour gérer la coopération et autant que possible le déni du fait que tous nos avantages sont d'abord des destructions, comme le vivant le fait toujours. Comment on gère tous ces récits-là, comment on s'organise collectivement autour de récits, et surtout comment on se défausse de notre responsabilité en permanence, comme nous l'avons fait avec le lièvre, qui n'est pas le responsable de notre mort, mais dont nous avons décidé qu'il était le responsable de notre mort. Un petit peu comme pour le serpent dans la Genèse, qui est censé être le coupable d'avoir fait manger la pomme, alors que le serpent, évidemment, n'y est pour rien. Je cite donc Hugo Mercier. Selon la théorie argumentative, nous raisonnons principalement lorsque nous devons chercher des arguments pour convaincre une autre personne. C'est ça que je veux introduire aujourd'hui. Nous avons un immense problème écologique, voire un problème existentiel face aux destructions environnementales. Et non seulement nous ne parvenons pas à le résoudre, ça ce sont les chiffres, mais en plus, nous devons nous questionner sur les récits que nous nous racontons, sur ce que nous pouvons vraiment faire. Et cette théorie dit, en fait, il est possible que notre raisonnement sur l'écologie n'ait pas pour but, je vais y venir, je vais préciser, de résoudre fondamentalement la question écologique, mais juste de répondre à d'autres qui se posent la même question. Selon la théorie, le contexte le plus naturel d'activation du raisonnement est le rejet d'une information par la personne à qui on souhaitait la communiquer. On ne raisonnerait pas pour trouver la réponse à une question, on raisonnerait pour répondre à l'autre, surtout s'il nous dit des trucs
qu'on préfère rejeter. Si nous ne raisonnons pas pour répondre à une question, mais pour répondre à un conflit, à quel point nous raisonnons vraiment en lien avec la réalité? Hugo Mercier dit « La prédiction que le raisonnement doit être biaisé est une des plus originales de la théorie argumentative. La fonction du raisonnement n'est pas de nous aider à former de meilleures connaissances généralement, mais d'évaluer des arguments afin de déterminer les prémices qui seront convaincantes ou les conclusions qu'il faut accepter. » Vous voyez qu'avec cet outil-là, on peut se permettre d'interroger comment nous faisons collectivement pour manifestement, je résume bien sûr, mais ne pas réduire notre PIB, parce que quand même ce serait problématique, puis peut-être qu'on ne peut pas. Ne pas résoudre nos problèmes écologiques, parce que fondamentalement, concrètement, nos actions ne changent pas vraiment. Nos actions changent à la marge, mais on n'a pas bouleversé notre mode de vie, depuis qu'on a conscience des risques climatiques en particulier. On ne change rien, ça ne marche pas, et pourtant nous continuons à raisonner, à produire en particulier de la science, et à discuter entre nous de ces questions-là. Pourquoi ça ne marche pas? Alors justement, Hugo Mercier s'interroge sur la polarisation. Il est possible de rendre compte des effets de polarisation et de dépolarisation par la présence d'arguments allant soit dans le sens des attitudes initiales, produire de la richesse, soit dans le sens opposé. Alors, il dit, tous les conflits d'arguments ne débouchent pas sur une polarisation, mais peut-être que ceux qui polarisent le plus sont ceux qui découlent de risques de changement trop puissants, trop forts ou trop abrupts de comportement. On aurait tendance à sélectionner des conflits qui nous permettent d'éviter toute remise en cause fondamentale, fonctionnelle de notre adaptation. Alors je vais conclure parce que j'arrive au temps. Je voulais introduire ce matériel parce que je suis embarrassé comme vous du fait qu'on n'y arrive pas. Mais il y a un autre problème qui se présente à nous, c'est que non seulement on risque de ne pas arriver à résoudre notre problème écologique, d'une part parce que la destruction, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas en nous intrinsèquement, c'est un héritage, et que du coup on est peut-être très embêté pour s'en délester parce que c'est quand même quelque chose qui nous fait au départ. Le risque, c'est que non seulement on risque de ne pas résoudre notre problème écologique, mais en plus de déboucher sur une résolution argumentaire qui ne se jouera que dans le conflit si nous ne parvenons pas à comprendre quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles on n'y arrive pas. Si on passe notre temps à ne produire des raisonnements qui ne font que répondre aux raisonnements des autres parce qu'ils nous fragilisent, on va débattre entre nous sans jamais répondre à la question de l'écologie elle-même. Je vous passe les détails. À la COP29, ça devient évident qu'on puisse dire que les hydrocarbures sont un don de Dieu. Il faut comprendre que cela est normal et respectable que quelqu'un d'humain puisse dire ça, parce que c'est sa croyance. Et que cette croyance, elle est aussi valide et respectable que n'importe quelle autre croyance. Elle est aussi affabulatrice, on pourrait même dire délirante, que la croyance en la liberté absolue que nous défendons, nous, ici. Bon, moi, j'y crois pas tellement. Et on ne peut pas dire que ces deux croyances-là soient fondamentalement plus déraisonnables l'une l'autre, surtout qu'elles se répondent. On doit questionner le fait que ces croyances se répondent indépendamment de leur capacité à répondre aux questions existentielles que nous nous posons. La théorie argumentative dit du raisonnement qu'en fait, on cherche avant tout à répondre à l'autre, pas à répondre à la question qu'on se pose. Je fais une incise sur la transition énergétique. Je termine. On passe notre temps à discuter d'une option plus nucléaire ou d'une option plus énergie renouvelable. On ne pose jamais la question de savoir si la transition énergétique est possible. Cet exemple est caricatural, mais je pense parfaitement descriptif de la théorie argumentative du raisonnement. Nous ne raisonnons pas sur la transition énergétique pour savoir si on peut faire une transition énergétique, parce que ça se trouve, on ne peut pas. Et cette réponse-là est beaucoup trop flippante. Et donc, on oublie la question et on ne débat entre nous que sur un faux dilemme. Est-ce qu'il faut du nucléaire ou des énergies renouvelables? En fait, c'est pas ça la question. C'est est-ce qu'on peut se passer des hydrocarbures? Et comme on ne le voit pas dans les chiffres, la question est encore plus légitime.
Bien, alors je m'arrête. Je pourrais éventuellement reprendre quelques éléments de conclusion dans le moment de débat, et je vous remercie pour votre attention. Du coup, peut-être qu'on a quelques éléments de réponse dans votre... peut-être que vous tentez de répondre à la question telle qu'elle se pose dans votre ouvrage que j'ai oublié de montrer à la salle tout à l'heure. Bonjour à tous et merci. Merci beaucoup pour l'invitation à Alexandre Sinagnan. Merci à Naïta, merci à Michel aussi et à Vincent qu'on vient d'entendre pour cette table ronde à laquelle je suis ravie de participer. Je vais essayer moi aussi de condenser beaucoup le propos parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'espère que vous avez tous un peu d'énergie et que vous n'avez pas trop faim encore. Voilà, faites semblant au moins. Alors, la bonne chose, le bon côté pour condenser, c'est que les personnes qui ont parlé avant ont toutes évoqué la possibilité d'une crise importante. Souvent pour introduire le raisonnement que je tiens dans mon livre, pour lequel on m'a invité ici, ce livre qui s'appelle Féminicène, Anaïta l'avait dit, et qui parle de l'émancipation, du processus de l'émancipation des femmes. Souvent, au début, il faut faire une incise ou une introduction sur la situation liée à l'écologie, la situation liée aux problèmes de ressources. Ici, le bon côté, c'est qu'il n'y en a pas besoin, parce que d'abord, si vous êtes ici, c'est qu'a priori, vous êtes au courant, et en plus, on a déjà eu des gens qui l'ont très très bien expliqué. Je pense également, comme les autres orateurs ici présents, qu'une crise importante est possible pour notre civilisation. L'effondrement est possible également, à condition de le définir évidemment. En tout cas, c'est vraiment un scénario qu'il faut envisager sérieusement. Pourquoi je dis que l'effondrement est un terme à définir? C'est parce qu'un effondrement renvoie forcément à une dégradation brusque. Or, on l'a vu tout à l'heure avec les questions-réponses, un effondrement peut être aussi quelque chose de progressif, de lent, de pas forcément spectaculaire. Mais si on parle d'une dégradation de nos conditions de vie, il est très probable que nous allons en connaître une, qu'elle soit très prononcée ou qu'elle soit légère, c'est une autre question, mais c'est quelque chose qu'on commence tous à envisager, y compris dans les élites, même si elles sont peut-être un peu en retard. Et alors cet effondrement, ça a également été dit par Roland Goury, qui a dit décidément beaucoup de choses dans sa conférence. Cet effondrement, il va avoir des conséquences non seulement matérielles, mais aussi des conséquences psychologiques, morales, institutionnelles. Ce qui m'intéresse dans mon livre, c'est entre autres ces conséquences-là qui ne seront pas matérielles. Alors, la thèse centrale que j'essaie de montrer dans ce livre qui s'appelle Féminicène, c'est que le changement du statut des femmes que nous avons connu, surtout dans les sociétés occidentales, mais plus largement, peut-être dans une moindre mesure, avec du retard, mais néanmoins également ailleurs, il est en grande partie dû à des idées progressistes, bien sûr, à des luttes, des revendications, cela est entendu, mais également à un autre ordre de phénomènes qui sont peut-être même premiers par rapport à ces idées, par rapport à ces luttes, des phénomènes d'ordre matériel. Matériel au sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment au sens littéral du terme matériel, lié à la matière, aux choses, aux objets, à la transformation très profonde qu'a connue notre monde matériel, notre environnement matériel dans lequel nous vivons, depuis l'époque de la révolution industrielle. La révolution industrielle qui nous fait entrer dans ce que on commence de plus en plus à appeler l'anthropocène. C'est un terme qui a beaucoup de succès, un terme valise, mais qui est un terme pratique pour désigner cette espèce d'époque sans précédent dans laquelle nous vivons aujourd'hui, au cours de laquelle nous avons transformé notre environnement matériel à un degré sans précédent. Et ces changements matériels, c'est la thèse que j'essaie de démontrer dans ce livre, représentent des conditions nécessaires pour à la fois l'émergence de ces idées d'égalité entre les sexes et le succès de ces idées. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées, il a pu y avoir des idées de cette sorte avant, mais elles n'avaient jamais pris. Et puis à un moment donné, elles commencent à marcher un peu partout dans le monde occidental, dans le sillage de cette révolution industrielle.
Alors, qu'est-ce qui se passe à la révolution industrielle avec l'entrée dans l'Anthropocène? Avec l'entrée dans l'Anthropocène, vous le savez, toutes les courbes qui caractérisent l'activité humaine, la courbe de la population, le nombre d'habitants, la courbe de la richesse par habitant, malgré la croissance des habitants, eh bien, toutes ces courbes qui étaient très stationnaires, elles étaient assez horizontales tout au long de l'histoire humaine. Si on fait un très grand graphique, peut-être pas à l'échelle parce que c'est pas possible, qui va à des dizaines de milliers d'années en arrière, eh bien, on va voir ces courbes qui rasent le sol. Elles s'élèvent un peu, elles baissent un peu parce qu'il y a eu des crises, des fluctuations. Il y a une croissance, mais elle est extrêmement lente. Et puis, à un moment donné, toutes ces courbes décollent. Elles décollent toutes à partir de la révolution industrielle, et elles sont toutes tirées par une courbe principale, la courbe Princeps, la courbe mètre, c'est la courbe du recours à l'énergie, le volume d'énergie consommée, avec le recours évidemment à ce moment-là aux énergies fossiles, le charbon d'abord, le pétrole ensuite, le gaz, etc. Et plus tardivement le nucléaire au XXe siècle. C'est cette débauche d'énergie, absolument sans équivalent dans l'histoire, qui est multipliée par un ordre de grandeur, qui nous permet de démultiplier la productivité de notre travail en confiant en grande partie ce travail aux machines qui se nourrissent d'énergie, tout comme nous on se nourrit de carottes, et qui nous permet de produire toute cette infrastructure qui nous entoure, à l'intérieur de laquelle nous sommes aujourd'hui, avec toute cette lumière, cette chaleur qui se dégage des radiateurs, c'est ce réseau de transport autour de nous, ce métro sous terre, etc., dans lequel nous vivons désormais du matin au soir, souvent de la naissance à la mort, qui constitue notre cadre de vie naturel. Oui, j'ai une dette intellectuelle envers Jean-Marc Jancovici dans ce domaine, parce que Jean-Marc Jancovici montre très bien, il a beaucoup vulgarisé cette question, il montre l'importance cruciale de l'énergie dans notre vie, dans la vie qu'on s'est construite collectivement, et donc, en miroir, les problèmes qu'on risque d'avoir si cette énergie très abondante, ces ressources abondantes qu'on consomme en très grande quantité, nous sont enlevées. Alors moi, j'applique ça à un cas qu'il n'a pas forcément envisagé, mais maintenant, il l'envisage. C'est le cas des femmes, du statut des femmes et de ce que ce statut, ce qui a eu une influence sur ce statut du point de vue de cette transformation matérielle. Alors, qu'est-ce que les femmes gagnent dans ces transformations matérielles de notre monde avec l'entrée dans l'Anthropocène? Alors, elles y gagnent essentiellement deux choses. Je résume beaucoup pour aller très vite. La première chose, c'est que cette entrée dans l'Anthropocène signe l'effondrement de l'importance de la force physique. Les êtres humains avaient la force de leurs bras, éventuellement la force des animaux, avant à leur service, avec l'entrée dans l'âge des machines qui se nourrissent d'énergie fossile. La force collective de l'humanité se trouve démultipliée, mais la puissance de ces machines est telle que la force physique musculaire d'un individu, elle est vraiment ravalée au rang d'epsilon. Donc, ça nivelle absolument toute la rationalité qu'il pouvait y avoir dans le partage des tâches selon un principe genré. Phénomène qui se renforce encore plus avec la tertiarisation de l'économie qui suit l'industrialisation et qui permet aux femmes d'occuper absolument n'importe quel métier avec une rentabilité, avec une productivité équivalente à celle d'un homme. Donc ce facteur-là saute complètement et puis il produit aussi des effets dans les mentalités. Mais surtout, c'est pas le plus important. Ça compte, mais c'est pas le plus important. Surtout, ce que ces transformations apportent aux femmes, c'est le temps. Ces transformations transforment, c'est pas très joli. Elles changent entièrement la manière de travailler et le contenu d'une journée type de l'individu moyen. La première chose qui arrive, c'est que nos pays, nos sociétés se couvrent de tout un réseau d'infrastructures qui prennent en charge toute une série d'actions que jadis, dans le temps d'avant, dans les sociétés pré-industrielles, on devait effectuer par nous-mêmes. Chaque foyer devait assurer tout un tas d'actions qui désormais ne sont plus nécessaires. Elles sont effectuées dans le cadre de la division sociale du travail par d'autres gens ailleurs. Et c'est aussi du travail qui est emmagasiné dans ces structures technologiques qui travaillent à notre service. Exemple, parmi les exemples les plus évidents, le réseau d'eau courante.
Il faut imaginer, il y a encore des sociétés où ce n'est pas le cas, le travail que représente la recherche et le portage d'eau pour toutes les tâches quotidiennes d'un ménage. Le réseau électrique, qui nous permet de faire fonctionner tout l'équipement ménager à l'intérieur, évidemment, de nos logements. Tout ce qui concerne le linge, tout ce qui concerne les repas, le stockage d'aliments, etc. Tout ça, désormais, qui nécessitait avant beaucoup d'actions, vraiment de force physique, de temps, etc., d'énergie, couper du bois, allumer, porter l'eau, la faire bouillir, confectionner les vêtements, parce que ça se faisait aussi à la maison. Tout ça, c'est externalisé et aidé aussi par toute l'infrastructure des transports, qui eux aussi roulent beaucoup aux énergies fossiles, et un peu à autre chose désormais, qui nous permettent d'assurer la logistique commerciale qui amène tous ces biens de consommation dans l'ensemble des localités d'un pays et donc dans chacun des foyers. Donc tout ça fait que la plupart des tâches domestiques qui avant étaient effectuées par les ménages eux-mêmes, par les foyers eux-mêmes, est désormais externalisée, effectuée par d'autres gens dans le cadre de cette division sociale et non plus genrée du travail. On a une société de plus en plus complexe et on est de plus en plus spécialisé, on vient de le dire. Donc ça, c'est la première chose. Et alors pourquoi est-ce que ça joue plus pour les femmes que pour les hommes? Eh bien parce que ces activités de maintien de la vie du foyer, dans toutes les sociétés pré-industrielles, étaient effectuées en priorité par les femmes. C'était les femmes qui étaient à la maison, aussi parce qu'elles produisaient des enfants, je vais y venir dans un instant, et c'est à elles que profite la réduction du temps consacré à ces tâches. Et cette grande réduction du temps, elle leur permet d'avoir du temps, pourquoi? Pour autre chose. C'est-à-dire, par exemple, pour du travail à l'extérieur de la maison, pour des études, même pour la réflexion, pour des luttes, pour plein de choses. Bref, ça c'est le premier gain du temps. Le deuxième gain du temps, fondamental également, c'est le gain du temps à l'échelle de la vie, et non pas d'une journée. À l'échelle de la vie, de la biographie, les femmes gagnent en temps très considérable avec l'entrée de l'Anthropocène parce que ça leur permet de faire beaucoup moins d'enfants. Et pourquoi ça leur permet de faire beaucoup moins d'enfants au niveau collectif, j'entends bien sûr, et pas de chaque individu. Alors quand on pense à la réduction de la natalité, on pense à beaucoup de choses, on pense à la maîtrise de la contraception, etc. Mais ça, ce sont des acquis plutôt tardifs. Pour commencer, le progrès médical, qui est lui-même une résultante du progrès économique et technologique scientifique cumulatif, il permet de réduire la mortalité infantile. Alexandre Sinagnan l'avait mentionné dans son propos inaugural. La mortalité infantile, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui parce qu'elle est très faible dans nos sociétés, elle est extrêmement faible, de l'ordre de 3 et quelques pour 1000 par exemple en France et dans la plupart des pays développés. Dans toutes les sociétés pré-industrielles et jusqu'au 19e siècle, jusqu'à ce que les effets de ce progrès commencent à se cumuler et à porter leurs fruits, dans toutes les sociétés pré-industrielles, elle était à des niveaux très élevés. Et quand je dis très élevés, on se représente rarement ces chiffres parce qu'ils sont très éloignés de nous. En moyenne, parce que ça variait bien sûr selon les années, les régions, la virulence des virus, etc., les changements climatiques. Mais en moyenne, à l'échelle de l'histoire humaine, dans ces sociétés-là, quelle que soit l'époque, un enfant sur 2 n'atteignait pas l'âge adulte. C'est-à-dire on n'est pas à des pour 1000, on est à des pourcents, et pas à quelques pourcents, on est à 50%. Il y a la mortalité infantile la première année, mais si on compte la mortalité jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, eh bien un individu sur 2 seulement atteignait cet âge-là. Et il y a de très belles pages chez Harari, notamment dans Sapiens, sur cette question. Et bien évidemment, quand vous avez un enfant sur 2 qui meurt, souvent en bas âge, de n'importe quel virus, particulièrement virulent depuis la révolution néolithique, eh bien, vous ne pouvez pas faire un enfant, vous ne pouvez pas faire 2 enfants, vous ne pouvez pas faire 3 ou 4 enfants, parce que la statistique étant ce qu'elle est, ça peut être aussi 4 dans votre cas, parce que ça sera 0 chez votre voisin qui est plus chanceux. Donc le fait que les gens faisaient 6, 7, 8, 10 enfants, ce n'était pas uniquement parce qu'ils ne savaient pas comment se protéger des grossesses, ce que probablement ils connaissaient moins bien que nous. C'est aussi parce que avoir des enfants vivants à la fin de la vie était l'une des nécessités les plus impérieuses pour chaque famille dans des sociétés qui étaient tout à fait dépourvues des structures collectives que nous connaissons, nous, telles que les retraites par exemple. Donc si vous arriviez à la vieillesse sans avoir d'enfants vivants, eh bien c'était tant pis pour vous. Vous alliez mourir, en fait, tout simplement.
Donc, la mortalité infantile était un verrou qui empêchait collectivement nos sociétés à l'état pré-industriel de pouvoir faire peu d'enfants. Avec ce progrès médical, avec ce progrès économique aussi, la mortalité infantile baisse, elle commence à baisser à la fin du 19e siècle. Avec l'enrichissement général et la productivité agricole, on mange mieux, les enfants mangent mieux, il y a moins de rachitisme, donc leur immunité se renforce, ils sont plus résistants. On assainit les systèmes d'approvisionnement d'eau, donc c'est le système d'eau courante dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça élimine tout un tas de maladies gastriques qui décimaient les petits-enfants. Et puis ensuite, il y a le fameux triptyque, vaccination, antivariolique d'abord et puis les autres ensuite, asepsie, merci Semmelweis, et pour finir, au XXe siècle déjà, les antibiotiques. Et on peut voir la courbe de la mortalité infantile qui fait des piquets à chacune de ces introductions, et les antibiotiques, on le voit très bien. On est encore à 70 pour 1000 à peu près au début du XXe siècle en France. Avec les antibiotiques, ça chute vers zéro. Et puis le dernier étage de la fusée, tout à la fin, il y a toute la socialisation de la gestion de ces enfants aussi, avec l'introduction des moyens collectifs de les garder, les garderies, les crèches, les écoles maternelles, qui n'existaient pas non plus dans les sociétés agraires. Si vous aviez des enfants, vous avez fait des enfants, maintenant vous les élevez. Désormais, les enfants sont partiellement gérés par la collectivité, ce qui libère là aussi du temps pour les femmes. Donc tout ça, ça fait que dans ce moment de démarrage et ensuite de développement du capitalisme industriel, qui lui, en face, demande des bras des femmes, et il y a une rencontre entre cette disponibilité nouvelle des femmes, créée par ces conditions matérielles, et puis la demande de travail, qui fait que les femmes entrent sur le marché du travail à ce moment-là, massivement, et elles ne le quitteront plus. À ce moment-là, on a mis tout le monde au travail, les paysans, les enfants, bon, les enfants, on les a après sortis, mais les femmes, elles sont restées, et elles y ont acquis un début d'indépendance financière. Donc, c'est sur ce socle-là de conditions matérielles qui ont déjà considérablement amélioré, disons, l'autonomie des femmes, sinon leur liberté, parce que la liberté est un concept plus philosophique peut-être, et bien que vont se développer des mouvements de revendication plus grands et substantiels du XXe siècle que nous connaissons. Ça, c'est la thèse en général historique, disons, dans l'ordre causal des choses que j'essaie de développer dans mon livre, très matérialiste donc. J'en suis où? Très bien. La question que je pose ensuite, c'est la question de l'avenir. Si on accepte l'importance de cette infrastructure matérielle de nos sociétés comme condition de possibilité d'une coexistence plus ou moins égalitaire entre les hommes et les femmes, il est logique de s'interroger sur l'avenir de ces éléments matériels. Est-ce qu'ils sont stables? Est-ce qu'on peut se reposer dessus? Est-ce qu'on va poursuivre ce mouvement ascendant avec ces courbes qui vont toujours vers le haut? Bon, là encore, je n'ai pas besoin de le développer parce que si vous êtes là, tout le monde, je pense, est au courant. On l'a longtemps pensé dans un état d'esprit hérité, oui, de cette philosophie cartésienne des Lumières. On a été très optimiste vis-à-vis du progrès. Aujourd'hui, on l'est beaucoup moins. Le progrès est dialectique. Dialectique au sens de l'unité et de la lutte des contraires. Notre civilisation tout entière, notre civilisation thermo-industrielle, est dialectique, parce que c'est un seul et même mouvement qui nous a apporté beaucoup de bienfaits matériels, eux-mêmes générateurs de bienfaits institutionnels, moraux, mentaux, dont je viens d'évoquer un exemple pour les droits des femmes. Mais c'est ce même mouvement, par la vertu de sa dynamique propre, qui nous entraîne désormais vers un monde déstabilisé. Et y compris un monde matériel déstabilisé. Donc c'est le même mouvement qui nous a permis de créer ce monde matériel qui maintenant met ce monde matériel en péril, le fragilise. Donc nous faisons face aujourd'hui plutôt à la possibilité d'une crise. Il y a des gens très optimistes, qui restent optimistes, qui essayent de rester optimistes, tous ces technosolutionnistes, etc., les cornucopianistes, ça existe aussi. Et c'est une question dont il faut débattre, bien entendu, puisqu'il ne s'agit pas d'être effondriste au sens propre, l'effondrement est inéluctable, etc. Il y a des degrés de dégradation qui changent beaucoup de choses, donc ces débats sont évidemment nécessaires. Mais un certain degré de dégradation est très probable. Et ce qui m'intéresse,
Ici, d'autant plus que c'est quand même ça un peu la thématique des débats d'aujourd'hui, c'est ce que cette crise, lorsqu'elle va arriver à plein en tout cas, et pas dans ses prémices, va changer dans notre univers mental, ce qu'elle va changer dans nos comportements collectifs, individuels, dans nos institutions. Encore une fois, dans mon cas, je m'intéresse au statut des femmes, à l'égalité entre les sexes. Mais en fait, ça peut être généralisé à beaucoup d'autres domaines, bien entendu. Alors, ce qui va changer, c'est qu'on va se retrouver, normalement, avec moins d'énergie, avec plus de problèmes physiques liés à la dégradation de l'environnement et à la dégradation des conditions de production agricole, production industrielle, dans un monde qui risque d'être plus dur du point de vue physique que celui que nous connaissons. Ce grand confort que nous connaissons risque d'être altéré. C'est un monde qui risque d'être plus manuel, de nouveau. Il y a moins de choses que les machines feront probablement à notre place. C'est aussi un monde, on l'a dit, qui sera probablement plus chaotique, marqué par plus de migration, de tensions, de lutte pour les ressources. Bref, un monde sans doute quelque part plus violent, plus physique, plus rude que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et alors, en miroir de ce que j'ai expliqué pour les retombées positives du progrès, de la pacification, de la stabilisation qui vient avec dans nos sociétés industrielles et post-industrielles, cette déstabilisation va avoir des effets négatifs sur la position des femmes, notamment parce qu'un monde plus manuel, par exemple, c'est une pression vers le retour d'une forme ou d'une autre de séparation des tâches, selon le principe de rationalité. Un monde où les économies sont désorganisées, où les chaînes productives, les chaînes logistiques sont rompues ou désorganisées également, c'est une dégradation de notre confort matériel qui va toucher beaucoup d'objets, d'artefacts et d'infrastructures qui sont bénéfiques aux femmes pour les raisons dont j'ai parlé. La dégradation risque également de toucher les structures de santé. On en a parlé juste tout à l'heure pendant la conférence. Le monde, dans nos sociétés, l'accès à la santé est sans précédent dans l'histoire. L'humanité n'a jamais eu à la fois autant d'artefacts, de produits, d'appareils à sa disposition qui lui permettent de pallier énormément de pathologies qui avant étaient incurables, qui conduisaient les gens rapidement à la mort ou à la souffrance. Et d'autre part, cet accès, pour l'instant en tout cas, reste général. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes aujourd'hui, dont on a parlé tout à l'heure, à l'hôpital qui souffrent, etc. Pour l'instant, aujourd'hui, si vous tombez malade, dans la très grande majorité des cas, vous allez vous soigner, vous allez avoir des médicaments, vous allez être hospitalisé, etc. Dans un monde en mutation, un monde plus pauvre, plus chaotique, un monde où tout ne peut pas être produit, eh bien, c'est beaucoup moins sûr. Donc, l'accès à la santé risque de représenter un très grave problème. Et dans ce cas, d'abord, une partie des droits risque de se trouver vidés de leur substance. Je prends souvent l'exemple de la pilule, qui est emblématique parce que c'est le droit à disposer de son corps, c'est des combats du XXe siècle, etc. La pilule, c'est un droit, mais la pilule, c'est aussi un produit. C'est un objet. Et c'est un objet qui a été conçu par des scientifiques et surtout qui a été produit industriellement en quantité industrielle, dans des usines qui tournent à l'énergie fossile. Et ensuite distribué dans le monde entier ou dans toutes les pharmacies de France et de Navarre, depuis la Chine, bien sûr, où c'est produit, c'est pas chez nous, c'est très loin, il faut beaucoup de carburant. Et puis ensuite en France, par avion, par fret, par bateau, etc., par camion, pour que le matin, quand vous venez à la pharmacie, dans n'importe quel village des Pyrénées, des Ardennes ou du Finistère, vous disiez « je veux exercer mon droit » et le pharmacien vous donne la pilule. Dans ce cas-là, il y a rencontre entre votre droit et la disponibilité du produit qui le rend effectif. Votre droit devient effectif. Si le matin vous venez à la pharmacie, mais la Chine n'a pas produit la pilule, elle l'a pas envoyée parce que elle veut la garder pour elle, parce qu'il n'y a pas de carburant pour le transporter, et puis parce que de toute façon la cargaison a été volée par des gens qui veulent le revendre sur le marché noir, eh bien votre droit il est toujours là, mais il ne signifie rien parce que vous n'avez pas le produit. D'accord ? Bon, c'est juste un exemple. Il est très parlant parce que c'est vraiment pilule, droit et produit. Mais pour d'autres choses, c'est un peu moins immédiat. Il faut faire un peu plus d'opérations mentales pour arriver à la logique de la chose. Mais ça marche pour beaucoup d'autres choses. Donc, voilà. Et puis, l'autre problème avec la désorganisation de nos systèmes de santé qui risque d'en résulter, qui va se coupler à l'exacerbation des problèmes de santé. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, je crois. On a parlé des virus. Il y a aussi une augmentation des maladies vectorielles qui suit notre expansion sur la planète et puis aussi le changement climatique qui les fait remonter vers nous.
vous allez avoir une multiplication d'autres types de problèmes dans un monde plus pauvre, avec moins d'accès aux médicaments. Bref, on risque d'avoir plus de problèmes médicaux, moins de moyens médicaux à notre disposition. Et dans ce cas-là, ça signifie que la mortalité, qui n'a fait que baisser dans nos sociétés, eh bien, elle peut elle aussi remonter, et en particulier la mortalité infantile. Et vu l'importance de la mortalité infantile dans la liberté des femmes, eh bien, ça sera là aussi un facteur extrêmement défavorable. Donc, les questions que j'essaie de poser sur notre, comment dire, notre horizon qui n'est pas très rassurant sur ce plan, c'est, alors il y en a une, je vais la laisser tomber, je dirai tout à l'heure si j'ai le temps, mais la question essentielle, c'est est-ce que nous y sommes prêts? Alors on n'a fait que évoquer cette question depuis le début de la matinée, mais c'est également une question qui est au centre de mon livre. Elle est en particulier centrée sur cette question des droits des femmes. Est-ce que les femmes, aujourd'hui, les mouvements qui combattent pour les droits des femmes, les mouvements féministes, etc., est-ce qu'ils ont conscience de l'importance de ces éléments matériels pour la sauvegarde de leurs droits? Est-ce qu'elles ont conscience des retombées négatives que ces crises que nous allons rencontrer peuvent avoir pour les femmes? Et à mon sens, vous me direz ce que vous en pensez, il me semble qu'ils n'y sont pas vraiment prêts, que nous n'y sommes pas vraiment prêts, parce que il n'y a pas réellement cette prise de conscience. Il n'y a pas cette idée n'est pas très répandue. Il est difficile de penser ce changement radical des conditions de vie. Alors il y a plein de choses qui ont été déjà évoquées sur les blocages ou les verrous qui nous empêchent de le penser. Je voudrais en ajouter un, au moins un ou deux. Premièrement, c'est l'éloignement temporel. Ce changement matériel dont je parle, il date d'il y a longtemps dans nos sociétés. Il y a des sociétés dans lesquelles il est beaucoup plus récent. Les parents, des gens qui vivent aujourd'hui, je ne sais pas, dans certains pays qui se sont industrialisés plus récemment, ils peuvent raconter à leurs enfants comment était leur enfance, etc. Dans nos sociétés, même nos grands-parents, qui sont peut-être parfois vivants pour ceux qui sont jeunes parmi vous, ils peuvent vous dire quelque chose sur la période d'après-guerre, etc., où la vie était plus rude. Mais ils ne vont pas vous parler de l'époque d'avant les antibiotiques, ils ne vont pas vous parler de l'époque avant la vaccination, etc. Ils n'ont pas connu cette époque non plus, massivement, je veux dire. Par conséquent, nous naissons à l'intérieur de ce monde, nous vivons à l'intérieur de ce monde, nous mourrons à l'intérieur de ce monde, comme dans la matrice, n'est-ce pas? Et on a beaucoup de mal à se représenter le monde réel. On a du mal à apprécier, en fait, tout ce que cette infrastructure matérielle nous apporte au quotidien, tout ce qu'elle nous a apporté. Et donc, on a du mal à se représenter les conséquences réelles, concrètes, de la disparition de ces éléments. Il y a du coup pas mal de discours qui, à moi personnellement, me semblent hors sol, un peu éthérés, un peu idéalistes, notamment en rapport avec la nature, cette transition vers un monde plus naturel, moins consumériste, etc., qui doit être un changement qui va nous émanciper, qui va nous conduire vers, qui sera joyeux, qui se fera dans le partage, et justement, ça sera l'occasion de renouer. Alors, c'est très bien d'essayer d'imaginer ce genre de scénario, mais le problème, c'est que on n'a vraiment aucun exemple historique d'une contraction des ressources qui s'accompagnerait d'une quelconque émancipation. Quand le gâteau se contracte, normalement, ce qui se passe, c'est une exacerbation de la lutte pour les ressources restantes. Et une exacerbation de la lutte, c'est un moment violent, c'est un moment difficile, et le plus souvent, une dégradation des conditions matérielles, c'est l'explosion des inégalités. Donc, l'inégalité entre les hommes et les femmes, à mon avis, ne va pas y échapper, par la logique des relations que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, entre la rusticité du monde et la tendance à séparer les activités des deux sexes. Donc c'est un peu un paradoxe, dans la mesure où c'est précisément le phénomène qui nous a permis de créer ces conditions de l'égalité, qui nous empêche de voir ces conditions mêmes. C'est-à-dire que ce monde matériel, avec son confort, il nous est devenu transparent, il nous est devenu tellement naturel que on a du mal à imaginer qu'il ne soit plus. Voilà, et puis la deuxième, et je vais conclure là-dessus, la deuxième chose peut-être, oui, 1 minute, oui. Oui, c'est ça. La deuxième chose qui nous empêche éventuellement de s'en saisir à bras-le-corps aussi, qui peut-être n'a pas été dit tout à l'heure,
c'est que, je l'ai dit, le progrès technique, le progrès technologique qui nous a apporté beaucoup de bienfaits, est un phénomène dialectique. C'est-à-dire qu'il n'est ni bon ni mauvais. Il est à la fois bon et à la fois mauvais. Il est bon par certains côtés, mauvais par d'autres. Bon à une certaine étape historique du développement, mauvais à une autre étape historique du développement. Et l'esprit humain n'aime pas des informations contradictoires. Tous, autant que nous sommes, on essaye toujours de réduire la complexité de ce genre d'injonctions contradictoires, de dissonance cognitive. Vous savez, Léon Festinger. On voudrait bien que ce soit clair. Alors, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Et alors, ça se partage après souvent en courant. Donc, vous avez des gens qui trouvent le progrès bon. Ils sont conscients de tout ce qu'il nous a apporté, ils vont vous expliquer tout ce qu'il nous a apporté, y compris dans le cadre capitaliste, etc. Ce sont souvent des gens, schématiquement, hein, c'est vraiment pour caricaturer, de droite, d'accord ? Ils vont dire, le progrès c'est bien, regardez, on vit bien dans nos pays, etc. Mais du coup, comme ils le trouvent bon, ils sont moins sensibles à ces effets délétères, donc ils pensent moins aux choses mauvaises qui en résultent ou vont en résulter. Donc ils vont pas se battre de façon acharnée pour s'y opposer. Et de l'autre côté, vous avez les gens schématiquement de gauche. Eux, ils trouvent le progrès c'est mauvais, c'est le cancer qui a détruit la nature, etc., qui nous oppresse, qui nous aliène, etc. Du coup, c'est très bien, mais sauf que comme ils ont du mal à admettre les bienfaits qu'on a retirés, ils oublient complètement ce côté bon. Eh bien, paradoxalement, ils ont du mal à se représenter ce qu'on va perdre au moment où ces effets vont se décomposer. Et du coup, des deux côtés, on a une espèce d'absence d'impulsion vers l'action. Voilà. Donc, je conclus là-dessus. C'était un exemple, à mon sens, de la manière dont la crise climatique et la crise des ressources combinées, ces crises télescopées qui nous attendent, peuvent avoir un impact sur nos mentalités, sur nos comportements, sur nos institutions, et aussi, quelques réflexions sur la difficulté à se figurer cette possibilité, ce qui me semble par contre important. Il me semble important de prendre conscience de ces relations causales, y compris pour ne pas délaisser ces éléments matériels. Les éléments matériels ont une influence sur les éléments immatériels, et la lutte pour un changement dans la douceur, un changement contrôlé qui ressemble le moins possible à l'effondrement, à mon sens, elle ne doit pas négliger ce côté matériel et le traiter avec la plus grande attention. Voilà. Nikolski, merci beaucoup. Alors maintenant, place à la discussion avec une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure pour Michel Dubois. Oui, ça va être difficile de faire une discussion sur 10 minutes, un quart d'heure, mais moi je vais soulever les questions, des remarques liées à ce que j'ai entendu, ce que vous avez exposé, et que globalement, je suis assez en accord avec tout ce que vous dites, mais bon, j'ai quelques remarques de fond qui peuvent conduire à des réflexions différentes. Alors, bon, d'abord, moi, je suis biologiste de formation, à l'origine, selon moi. Et donc, je suis structurellement un biologiste évolutionnaire, comme tout biologiste. Et même si j'ai fait beaucoup de choses après, ça m'a toujours obligé de faire un retour sur ma biologie pour voir si je me trompais, etc. En tout cas, maintenant, il y a une loi qui paraît inéluctable et implacable. C'est que toute évolution détruit les conditions de son apparition. Je ne suis pas marxiste en disant ça, parce que Marx a dit ça pour le capitalisme, mais c'est vrai. Toute innovation détruit les conditions de son apparition. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand vous avez avancé dans un certain niveau, le recul pour revenir avant n'existe pas. Je suis désolé, parce que j'ai entendu des choses qui suggèrent qu'il va falloir peut-être faire des retours en arrière. Je crois que si on est capable, nous, humanité, aujourd'hui, de faire une marche arrière et de revenir à un temps antérieur, ce sera une grande innovation dans l'histoire des 3 milliards et demi d'années de l'histoire du vivant. Donc ça, ce sera la plus grande innovation qu'on ait jamais vue. Et bon, celle qu'on voit actuellement ressemble à une innovation qu'on n'a jamais vue, mais quand même, il y a beaucoup de points communs. Par exemple, celle qu'on fait aujourd'hui détruit bien les conditions de son apparition. Ça, c'est clair. Le deuxième point, c'est que, je conforme, parce que j'ai entendu, là, aussi,
conforte. On ne voit pas après coup ce qui a été détruit. Alors ça, ce n'est plus une théorie sur l'évolution globale, c'est sur les humains. Chaque fois qu'on a fait quelque chose de nouveau, on voit pas après coup, on voit pas ce qui a été détruit. On est content de là où on est. Vous avez entendu Vera vous exposer que les gens d'aujourd'hui ont oublié tout ce qui a été détruit et voient que bien, la vie est bien, quoi. Et maintenant, il faut éliminer ça parce que ça nous dérange. Ils n'ont pas compris que, oui, mais on va pas revenir au stade d'avant puisque ça a été détruit. Et réciproquement, les avantages, on ne voit dans le moment quand c'est détruit, pas les avantages. En général, dans le moment de la destruction, on ne voit pas les avantages, on voit que les inconvénients. Donc les conservateurs, pour prendre les termes que j'ai entendus, là, se plaignent de toutes les nouveautés actuelles. Vous pouvez faire la liste que ce sont les mêmes qui se plaignent de toutes les nouveautés qui ont eu lieu depuis 5-10 ans, il y en a pas mal quand même, et qui en même temps ne voient pas du tout ce qu'on va détruire si on veut revenir en arrière, ce qu'on va être obligé de détruire, tous les avantages. C'est vraiment, je sais pas comment le qualifier, si c'est de l'inconscience ou du mode de fonctionnement psychique, mais il faut bien voir que dans le rapport entre ce qu'on perd et ce qu'on gagne, il n'est pas du tout symétrique entre le temps immédiat et quand le temps est passé. Parce qu'on oublie plein de choses. Alors j'ai bien entendu aussi que nous ne raisonnons pas en réponse à une question, mais pour combattre un raisonnement. Et c'est vrai que c'est troublant que la proportion de personnes qui affectent leur raisonnement et leur capacité de penser à résoudre des problèmes est nettement inférieure à ceux qui utilisent leur raisonnement à combattre d'autres raisonnements. Et je crois que là, si on voulait être positif par rapport au premier message que vous pouvez percevoir comme négatif, ce serait pas mal si on s'auto-entraînait, on faisait communiquer que ce serait mieux de tous réfléchir à résoudre les problèmes qu'on rencontre plutôt que à se battre idéologiquement les uns contre les autres en fonction des raisonnements que chacun a. Alors, maintenant, je voulais appliquer un peu ce que je viens de dire sur les problèmes qu'on a vus là. C'est certain qu'on est arrivé aujourd'hui dans une division sociale du travail gigantesque et que tout ce qui était pris par les individus ont été progressivement pris par la construction sociale. Vous savez, l'eau potable, l'énergie chez soi, vous appuyez sur un bouton, vous avez l'énergie, l'électricité, le lavage chez soi. Il suffit d'aller voir dans les vieux villages où on voit que les femmes allaient laver le linge régulièrement en collectif. L'alimentation, il suffit d'aller au magasin en face, et puis tout le transport qui fonctionne. On voit cette immensité du travail collectif et je crois que c'est souvent pas assez dit et pas assez. Je suis complètement d'accord avec Eva. Je crois que il y a dans l'ensemble du discours qui a lieu sur les problématiques écologiques et où on veut aller, on ne dit pas à quel point l'ensemble de ce travail social collectif et social et collectif, ça n'est pas des individus qui le font, c'est vraiment un immense travail collectif qui fait que tout fonctionne et qui prend une part considérable de l'énergie dont on dit qu'il faudrait en prendre moins. Et je crois que, ce que je viens de vous dire sur le fait qu'on ne pourra pas aller en marche arrière, il faut bien prendre conscience que ça me paraît inimaginable de commencer à dire qu'on va aller en marche arrière sur ce truc-là. Tout ce qui est réseau qui a été construit aujourd'hui, je ne crois pas du tout à la marche arrière. Parce que si on va en marche arrière, alors là, on ne parle pas de marche arrière. Là, on parle vraiment d'effondrement. Et là, ce sera un véritable défondrement. Je ne sais pas si vous le souhaitez. Moi, je ne fais pas partie des gens qui souhaitent l'effondrement. J'y crois moyennement dans le sens que je me dis qu'on n'a jamais eu autant d'outils de réflexion dans l'histoire de l'espèce humaine pour
penser l'effondrement. Ça n'a jamais été pensé, les effondrements. Il y en a eu plein, ça n'a jamais été pensé. Pour une fois, on a vu, Roland Gori, on a entendu tout le monde, on pense l'effondrement. Ça fait partie aujourd'hui de notre mode de, moi je lis régulièrement des livres de collapsologie, rien que pour voir comment ils pensaient l'effondrement. Et je crois que face à ça, on a les moyens de dire ça et ça et ça. Il faut pas que ça s'effondre, quoi qu'il arrive. Et donc, à un moment donné, il faut que les débats portent sur cet aspect-là. Moi, il me semble. Alors, et par exemple, je peux répondre un petit peu à Eva. Je pense que les femmes en particulier devraient prendre conscience que le fait que la condition des femmes et des hommes est devenue quasi égale, enfin, elle nous a expliqué, faites le point de tous les travaux qui existent sur maintenant, il n'y a pas beaucoup d'activités physiques pour lesquelles il y a une différence entre les hommes et les femmes. Il y a juste pour le sport, on sépare les hommes et les femmes, justement parce qu'on ne veut pas faire la compensation avec des outils. Mais pour taper à la machine, pour conduire un engin de 40 tonnes, pour utiliser du marteau-piqueur, parce que maintenant on a des marteaux-piqueurs à distance et tout, la force ne rentre pas en jeu. Il n'y a plus aucun travaux à la ferme, par exemple, pour lesquels on peut se dire les femmes ne peuvent pas le faire. C'est terminé, ça. On a tous les engins qu'il faut pour pouvoir le faire. Et maintenant, on est en train d'inventer des exosquelettes pour que même n'importe qui, qu'il soit fort ou faible, homme ou femme, c'est pas d'importance, tout le monde pourra porter des choses dans les usines ou dans les champs. C'est en plein cours de développement. Donc, on n'a plus de changement sur le corps. Donc, c'est même pas sur le genre, c'est sur le corps. Vous voyez, faible ou fort, ça n'a plus d'importance. Et je pense que, par exemple, cette différence-là, ça va être difficile de faire marche arrière. Ça va être difficile de faire marche arrière parce que c'est tout notre système de sélection, d'organisation et tout qui fait que tout le monde est égal alors que le corps n'est pas égal entre nous. On fait marcher beaucoup plus l'esprit que le corps. Aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes des êtres sans corps. Et il me semble qu'il y a une réflexion fondamentale à avoir sur ce sujet-là. Oui, il faut que je m'arrête. J'avais juste un tout petit point très rapide. Il faut faire attention sur le fait, par exemple, que l'éloignement temporel fait qu'on ne sait plus très bien ce qui s'est éteint. C'était il y a 3 générations chez nous, et donc on ne sait plus. Alors, peut-être que oui, mais peut-être que non. On a quand même 2 ou 3 pays témoins qui nous montrent que c'est pas sûr. Il y a des pays qui ont fait en 2 générations, 2 et demi, ce que nous on a fait en 20. Alors il y a quand même quelques pays intéressants, Taïwan, mais surtout la Corée. La Corée, quand elle commence son développement, elle a été comparée à la Côte d'Ivoire et même, je crois, un pays encore moins développé que la Côte d'Ivoire. Au moment de sortir de la guerre, un pays ruiné, un pays qui a été esclavagé, sous forme d'esclavage et tout, c'était assez atroce. La 3e génération est une génération qui est comme nos enfants. Et quand vous remontez à la 3e génération d'avant, c'est les grands-mères qui, elles, vivaient dans cette époque-là. Donc il y avait des films coréens qui le montrent, qui montrent la rencontre de la grand-mère avec sa petite fille. Sa petite fille est sur son smartphone et tout, et la grand-mère ne sait pas lire et écrire, et ne sait faire que les travaux habituels que faisaient les femmes, donc elle restait dans son esprit d'aller chercher l'eau et tout, alors que pour la fille c'était inimaginable. Eh bien, la Corée aujourd'hui connaît tous les problèmes qu'on a nous, et même encore pire. Le taux de fécondité s'est effondré plus bas. La volonté d'avoir des enfants, ils se disent dans ce monde de fous, on ne voit pas pourquoi on pourrait avoir des enfants, alors que théoriquement, ils ont la mémoire de comment c'était avant. Ils devraient pouvoir reconstruire tout ça. Donc, j'en suis pas sûr. Et de plus, et je termine là-dessus, on a même des régimes qui ne correspondent pas à nos régimes, où on voit les mêmes phénomènes. En Iran, en Corée du Nord, et maintenant en Russie,
nos problématiques de non-adaptation au temps moderne, etc., finalement, on a l'impression que c'est presque pire chez eux. Donc, je pense qu'il y a une sorte de tendance globale de l'humanité à un développement qu'on n'aura pas le choix. Moi, je pense qu'il faut le résoudre. Et donc, il faut regarder les solutions dans le futur, pour trouver une solution dans le futur, et ne regarder le passé que en considérant l'histoire pour nous donner des idées. Voilà. Merci de votre attention. Du coup, on laisse la parole à la salle pour une ou deux questions, si ça vous va. Bonjour. Je vais essayer de poser une question, mais le micro, le monde, ça va être difficile. Donc, je l'ai écrite, je vais essayer d'être claire. C'est une question pour Monsieur Mignereau. Voilà, vous avez évoqué la destruction comme commune à toutes les espèces vivantes, pour affirmer qu'elle ne pouvait donc pas être au cœur de la question écologique. C'est ça? C'est ça, en gros? On vous entend pas très bien. Il faut que je le mette là, c'est ça? Ouais. C'est mieux? Bon, je recommence. Vous avez évoqué la destruction comme commune à toutes les espèces vivantes pour affirmer qu'elle ne pouvait donc pas être au cœur de la question écologique. Ok? Bon. Sauf que, en nommant la destruction telle quelle, n'oubliez-vous pas les aboutissants psychiques de la destruction, à savoir la destruction animale ou végétale est une destruction transformatrice. C'est-à-dire que les animaux ou les végétaux vont détruire pour transformer en énergie et se nourrir principalement. La destruction humaine, elle, est jouissive. Elle ne répond pas à un besoin. Elle répond à un désir, à une modalité de jouissance. Si aujourd'hui les écologistes proposent cette question toujours centrale de destruction au cœur de leur discours, et là je pense notamment aux travaux d'Aurélien Barraud, c'est pour penser la question du déplacement de la jouissance. En effet, je pense à un couple de parents qui va proposer à un enfant de 5 ans un portable et donc l'inscrire dans cette destruction des terres, etc., pour avoir tout ce qui va nous permettre de construire un portable. N'est-il pas préférable de l'emmener en forêt, respirer le parfum des fleurs, lui apprendre le nom des arbres? Donc oui, il y a une destruction, mais elle n'a rien à voir quand elle est humaine ou animale, et elle doit rester au cœur de nos préoccupations écologiques. Merci pour votre question. Alors, je vais me permettre de vous répondre aussi clairement que possible, et à Michel. Michel, j'espère que tu as bien entendu que je parlais d'irréversibilité au sens strict, et que quand je parle de destruction, je la considère comme toi. On n'y revient jamais, quoi. À aucun moment de ce que j'ai dit, je n'ai sous-entendu qu'on reviendra en arrière. Voilà, c'est très bien, parfait, merci. J'ai souligné j'ai souhaité parler de destruction, non pas pour dire que je ne sais plus quelle était votre formule, mais que la destruction n'était pas prise en compte dans le discours écologique. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'elle était commune à toutes les espèces et que donc elle ne pouvait pas être au cœur et pas rester au cœur de la question écologique. Je pense que c'est celle en amont de chaque existant qui n'est pas au cœur de la question écologique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes le produit de ce contre quoi nous sommes censés lutter en aval. Parce que nous n'avons que l'aval. On ne peut pas revenir en arrière. C'était mon point. La seule façon de court-circuiter le processus de destruction créatrice, de destruction transformatrice pour nous, c'est de réduire notre demande en amont pour être à chaque instant de notre vie. Le meilleur indicateur de destruction de ressources qu'on puisse avoir, aussi imparfait soit-il, c'est le niveau de richesse. Il est clair que plus on est riche, plus on détruit. La seule façon pour quelqu'un qui est riche de réduire son empreinte environnementale, c'est-à-dire la destruction environnementale, le processus qui lui permet d'être riche, c'est pas d'avoir une action écologique demain. C'est pas ça. C'est de réduire sa demande en richesse. Et ça n'est jamais ce qui est intégré au discours écologique. Les discours écologiques proposent de l'action. Ce qui épargne, et tu l'as souligné, de penser ce qui est efficace de façon certaine. Et donc on se retrouve avec une dialectique qui évite la question initiale, c'est qu'est-ce qui permet d'être ce que nous sommes là, aujourd'hui? Et on ne discute jamais de ça. On discute de, on est là, on est tous ici, je suis ravi d'être là, et qu'est-ce qu'on va faire demain? Alors,
C'est ce qui permet de débattre entre nous, et la théorie argumentative éclaire très bien cela. On n'a pas vraiment envie, en fait, soyons clairs. Je voulais, avec Alexandre, justement, discuter de la question suivante, puisque c'était l'objet de la préparation de cette intervention. C'est quoi un humain? Qu'est-ce qu'un humain qui va bien? C'est une question de clinique fondamentale, parce que les cliniciens reçoivent des humains qui vont pas bien pour des raisons écologiques, entre autres. On parle d'éco-anxiété. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet humain-là pour qu'il aille bien ensuite dans la société? Un humain qui va bien, c'est pas un humain écologique. C'est ça le souci fondamental. Un humain qui va bien dans le contexte du débat écologique, c'est un humain qui est capable de continuer à débattre du fait que y a une action à faire demain, mais sans jamais toucher à la production de richesse. C'est pas ça le débat par défaut. D'ailleurs, il y a des études très claires pour dire que un humain qui va bien face à l'éco-anxiété, c'est un humain qui agit. Un humain qui agit, c'est pas un humain qui réduit la production de richesse. C'est pas la même chose. Comprenez ça. Et donc, on se retrouve avec une société de gens extrêmement riches, comme nous sommes, qui fait quantité d'actions, voitures électriques, panneaux solaires, jardin personnel, privé, permaculture, etc. Ça, c'est des actions. Mais si la demande en génération de richesse est toujours la même, ces actions ne changent rien sur le plan écologique. En revanche, l'humain est toujours intégré au contexte social de discussion, de débat, de dialectique autour de la question écologique. Et on est coincé. On a une issue. C'est justement de faire un pas de côté par rapport à l'origine et l'ancienneté de la nécessité entre nous de débattre de choses qui n'ont rien à voir avec nos questions existentielles. C'est pas le lièvre qui est le responsable du risque d'effondrement, ou c'est pas le serpent, et c'est pas la lune qui est, voilà. Nous sommes acteurs de quelque chose, nous devons comprendre comment nous faisons tout pour éviter de traiter de notre question existentielle fondamentale. Généralement, j'appelle ça le collapse washing, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Je vous remercie pour votre question. Je sais que c'est pas évident d'entendre qu'en fait, on est le résultat d'un processus et que ce processus-là, on ne l'a jamais en tête. Voilà. Je voulais souligner ça et je passe la parole. Oui, bonjour. J'ai une petite question pour Vera Nikolski. Ah, c'est mieux si je parle comme ça. Okay. Vous avez parlé donc des menaces qui pesaient sur les femmes par rapport à un éventuel futur effondrement, notamment sur le plan matériel, et le risque qu'on revienne un petit peu à des rôles sociaux qui sont très genrés, enfin des rôles en tout cas matériels qui sont très genrés et basés sur du biologique. J'ai une petite question par rapport à ça, parce que pour moi, certes, il y a eu ça avant la révolution industrielle, il y avait ce côté très genré des tâches ménagères, etc., qui étaient basées sur des capacités biologiques, mais aujourd'hui, on sait que on a dépassé un peu tout ça et que si jamais demain il faut couper du bois, je pense qu'une femme est capable de le faire. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui s'est construit de l'ordre de ce qu'on a apposé sur ces corps qui sont différents biologiquement parlant, et donc de l'inégalité de genre qui s'est inscrite dans les sociétés, et notamment on a pensé qu'une femme était faible, qu'un homme était fort, et il y a une construction qui s'est faite autour de la virilité notamment et de la domination, et c'est ça aussi qui a créé un petit peu cette crise écologique quelque part. C'est que c'est quand même des pensées masculines qui ont pensé la révolution industrielle, etc., parce que les femmes n'avaient pas de pouvoir à ce moment-là. Et donc, est-ce que dans un futur, on pourrait pas imaginer qu'il y ait un peu plus de pensée féminine dans les décisions, et que peut-être on puisse sortir un petit peu d'un paradigme de domination, de destruction, de quelque chose d'extractivisme, de tout ça, et peut-être penser de nouvelles sociétés un petit peu à partir de ce prisme-là qu'on a réussi à dépasser un petit peu, j'ai l'impression, depuis quelques dizaines d'années. Et donc de sortir des conceptions biologiques de genre, de force physique, parce que c'est un petit peu ce que fait miroiter et ce qui est un peu inquiétant par rapport au mouvement survivaliste notamment, ou au mouvement d'écofascisme, où on revient beaucoup à des sociétés très clivées en termes raciaux, en termes de genre, dans le but de gérer un potentiel effondrement, alors qu'en fait peut-être que justement il faut proposer une vision alternative un petit peu à tout ça, et pas, avoir une vision un petit peu différente de ce que pourraient être nos sociétés dans le futur.
Je sais pas si c'était clair. Merci beaucoup. C'était très très bien, mais je vous ai très très mal entendu. Mais j'espère que j'ai saisi l'essentiel. J'espère. Vous me direz après à la buvette, peut-être. Si j'ai bien compris, au début, vous parlez parce que j'ai parlé des éléments matériels, des éléments vraiment objectifs qui déterminent une partie de la séparation des tâches entre les hommes et les femmes. Et vous avez parlé des normes, n'est-ce pas, aussi de la création des normes par les sociétés. Je vous ai bien entendu ou pas? Oui, 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 bien entendu, parce que là j'avais 25 minutes. Alors je vous dis pas, ça fait 300 pages. Donc vraiment c'est hyper compliqué c'est coupé de partout. D'ailleurs, il faut croire sur parole, etc. Mais vous pouvez aller lire, tout est dedans. Donc oui, bien entendu. C'est-à-dire que les éléments objectifs, matériels, en partie biologiques, en partie liés au milieu, etc. C'est une espèce de base qui est là et qui fixe le périmètre de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire. Mais l'être humain n'est pas un animal. Il ne fait pas que subir les conditions qui lui tombent dessus sans rien comprendre et juste en répétant des actions qu'il ne maîtrise pas. L'être humain, il a besoin de donner sens à tout ce qui lui arrive. Donc oui, cette différence biologique entre les hommes et les femmes et la différence des activités qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire sur leur vie, elle a tout de suite été traduite en normes, immédiatement, dès les premières sociétés. Donc l'idéologie, entre guillemets, ou les normes, entre guillemets, elles ont toujours été là. C'est même pas qu'elles étaient secondaires. C'était une espèce de processus conjoint, dialectique là aussi, bien sûr, des boucles de rétroaction aussi, parce que ces normes ensuite figeaient cette séparation des tâches, même quand elles n'étaient plus strictement nécessaires. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis elle s'est diffusée à des tas d'autres choses qui sont complètement arbitraires, dans lesquelles la rationalité n'a plus aucune place. Donc là, on est entièrement d'accord. Vous avez également d'accord, je suis également d'accord, vous avez raison quand vous dites que la révolution industrielle, elle a été conduite par des hommes. Elle a démarré dans un monde où ce type d'activité n'était pas celui des femmes. Les femmes ont très peu participé au premier moment de la révolution industrielle. Elles sont venues ensuite dans les manufactures, etc., mais dans un second temps et jamais dans la même proportion que les hommes. Donc elles n'ont pas vraiment conduit ce processus, ce qui permet, oui, à certaines analyses d'affirmer que voilà, c'est un androcène et pas un anthropocène, parce que ce sont les hommes qui nous ont fait entrer de plein pied dans cette nouvelle période, avec toutes ces conséquences négatives. La seule chose que j'essaie de dire dans mon livre, c'est que oui, c'est un androcène de ce point de vue-là, mais c'est cet androcène qui permet ensuite, par voie de conséquence, l'avènement du féminicène, en améliorant en fait les conditions pour les femmes qui, elles, n'avaient pas vraiment participé à ce processus. Et c'est également ce même mouvement qui ensuite va aussi les fragiliser, et là, pour le coup, on y participe tous, peu ou prou, peut-être pas dans la même proportion dans tous les métiers, mais néanmoins. Donc, tout à fait d'accord. Et alors, la fin de votre question, est-ce que les femmes devraient être plus nombreuses dans les postes de décision et participer à la décision? C'est ça, hein, oui. En fait, c'est la fin, toute la fin, oui. Je parle exactement de ça. C'est-à-dire qu'il me semble que, vu l'importance, les retombées sur les droits, le statut, la condition des femmes dans nos sociétés, de ces transformations qui nous attendent, il me semble absolument essentiel que les femmes s'engagent elles-mêmes dans ces processus pour essayer d'en maîtriser les orientations. Parce que si on n'est pas dans un processus, on ne peut pas peser sur les orientations. Et quand je dis s'engage dans le processus, je ne parle pas spécialement du militantisme, même si le militantisme peut être important, la sensibilisation peut être importante. Je parle vraiment du processus en tant que tel, c'est-à-dire le processus matériel de transformation de notre monde. Donc moi, il me semble bien sûr important de participer du point de vue politique, mais aussi du point de vue professionnel. C'est-à-dire que les métiers qu'on choisit, les domaines dans lesquels on s'engage comptent. Et dans cette transformation du monde qui nous attend, si on veut espérer qu'elle ne soit pas un effondrement, mais une transition quelconque vers quelque chose d'autre, pas forcément énergétique, mais vers un autre mode d'existence, oui, je pense que les femmes devraient participer à cette réflexion. Pour essayer d'abord pour avoir un impact sur l'ordre des priorités, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va laisser tomber, pour pas que les priorités qui comptent en priorité pour elles soient un peu mises de côté. Et puis même du point de vue, c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais pour peser en étant indispensable. Si je peux me permettre, si vous avez beaucoup de connaissances en tant qu'ingénieur qui s'occupe, je ne sais pas, agronome vital pour tel ou tel fonctionnement agricole, eh bien, voilà, vous avez une valeur dans la société qui fait que le coût de votre éventuel renvoi à la maison pour la société, il s'élève. Il est plus coûteux de vous renvoyer à la cuisine
que de vous renvoyer à la cuisine si vous êtes, je sais pas, vous êtes communicante pour inventer des logos pour une entreprise qui de toute façon n'existera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce qui est concret, et pas forcément uniquement dans la haute science, mais aussi dans les choses très manuelles et très pratiques, et ben moi ça me semble être un outil de, c'est un mot à la mode, attendez, je vais dire un gros mot, de empowerment, voilà. Vous voyez, de quelque chose qui peut donner prise sur le cours des événements. Voilà.